Anne-Laure, bonjour et merci de ton temps. Bonjour. Tu travailles à Médecins sans frontières depuis 2002. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton parcours? Oui. Finalement, une grande partie de ma carrière, je l'ai faite avec MSF. Je suis travailleur social au départ. Et donc, j'ai des études à la fac. J'ai fait des études d'histoire. J'ai fait un DESS pratique sociale du développement qui m'a emmenée dans le milieu ONG, puis dans le travail social. Et finalement, j'ai démarré ma carrière avec MSF en entrant par la filière admin. Et puis j'ai évolué vers des postes aux opérations, plus sur de la coordination de projets pendant plusieurs années. Et j'ai rejoint le siège et donc le département RH après quelques années de terrain comme responsable RH en cellule. J'ai pendant une dizaine d'années, donc j'ai eu la chance de finalement suivre quasiment tout le portfolio de la maison MSF France. Et aujourd'hui, je supervise les équipes RH terrain en lien étroit avec la direction des OP. Voilà. Alors, travailler en cellule pour le portfolio RH, c'est donc travailler sur une zone géographique particulière? Exactement. Alors pour être très concret, au niveau d'MSF France, on est organisé en 8 cellules opérationnelles. 4 sont présentes sur Paris et 4 sont délocalisées sur nos unités de Tokyo, Dubaï, Dakar et Nairobi. Donc et en fait les 8 cellules se répartissent un portfolio d'une trentaine de missions. Donc avec 4 à 5 missions à peu près par cellule, avec une recherche de cohérence ou géographique ou thématique. Par exemple, la dernière cellule là, qui s'est restructurée, l'unité migration, qui a vocation vraiment à se spécialiser sur le suivi des contextes de migrants. Voilà. Tu as commencé à Médecins sans frontières en tant que responsable des ressources humaines sur le terrain. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce poste? Ouais, alors à ce moment-là, je combinais à la fois la fonction ressources humaines et finances, deux fonctions qui ont quand même pas mal tendance aujourd'hui à se distinguer du fait de la professionnalisation et du volume de sujets à gérer. J'étais coordinatrice donc ressources humaines et finances sur Téhéran. Donc je faisais partie d'une équipe de coordination multidisciplinaire et j'assurais tout ce qui était suivi et déploiement des équipes expatriées, mais également suivi, développement et mobilisation des équipes nationales sur l'Iran. Et puis je m'assurais également de tout ce qui était construction du budget, suivi budgétaire, comptabilité, tout ça évidemment pas toute seule, avec une équipe de collègues iraniens chevronnés avec qui je partageais le travail. Et donc aujourd'hui, tu es responsable de toute la gestion des ressources humaines pour Médecins sans frontières France, pour ce qui est des expatriés, donc des personnes qui travaillent à l'étranger en déploiement humanitaire. Ouais, et alors responsable, c'est un grand mot, hein, parce qu'on est le département RH aujourd'hui est une équipe qui regroupe plus de 100 personnes. Et mes collaborateurs et collaboratrices qui travaillent en cellule sont une quinzaine de personnes qui se répartissent du coup tout le portfolio. Et la dimension du poste, elle est large aujourd'hui et elle ne se restreint pas que finalement à l'identification et au déploiement des expatriés, mais qu'on assure grâce au soutien de l'équipe du recrutement, des pool managers qui sont en charge du suivi de tous les viviers métiers. Donc il y a effectivement ce travail d'identification des profils requis pour être occupés par des expatriés, mais le gros du bataillon, c'est vraiment nos collègues nationaux qui représentent
plus de 90% de la force de travail et qui aujourd'hui occupent eux aussi des postes de coordination, de management, de supervision. Tous nos bataillons d'infirmiers, de médecins, de logisticiens sont des équipes nationales vis-à-vis desquelles on doit avoir une attention particulière en termes de suivi, donc répondre à nos obligations d'employeurs responsables au niveau contractuel, mais aussi au niveau possibilité de leur offrir des opportunités de développement et de progression dans notre organisation. Comment est-ce qu'à Médecins sans frontières, aujourd'hui, on assure un développement de carrière et de perspectives professionnelles quand on est recruté en tant que ce qu'on appelle un employé national, donc dans son pays d'origine ? Alors, chaque personne recrutée pour partir en expatriation rejoint, s'il est sélectionné, un pool, ce qu'on appelle le pool international. Et ce pool international, il est réparti en fonction de métiers. Donc, par exemple, si on est ivoirien, on va être recruté par le bureau de Dakar au Sénégal et on va intégrer un pool avec la possibilité ensuite d'être ventilé, si je peux parler comme ça, sur l'ensemble du portfolio des sections opérationnelles, MSF France comprises. On est 6 sections opérationnelles réparties sur l'ensemble du monde, quoi, avec des différents portfolios. Donc en fait, on intègre un pool et ensuite on se voit offrir par son pool manager des opportunités de placement sur différentes missions avec une recherche de parcours progressif, hein. Donc on a des postes d'entrée et puis on va progresser en fonction de ses souhaits de s'orienter sur des niches d'expertise ou sur de la prise de responsabilité en management. Une carrière finalement va être définie en fonction de ses propres capacités et des exigences liées aux différents postes à occuper, avec des bilans qui sont faits régulièrement lors du départ en mission, lors du retour de mission, une recherche, des propositions faites, mais aussi une recherche quand même de feedback de la personne pour essayer quand même de répondre à ses souhaits de carrière, hein, qui peuvent être très différents d'une personne à l'autre. On a des gens, par exemple, je vais prendre un exemple, qui sont infirmiers anesthésistes et puis qui s'orientent vers le management d'équipe et qui prennent des postes de coordination de projet, mais qui ne veulent pas totalement décrocher avec leur métier initial et qui vont alterner des postes liés à leur métier d'infirmier anesthésiste et puis des postes plus généralistes de coordination de projet. Et on a évidemment une offre de formation ajustée à chaque filière en fonction des différents postes occupés. Est-ce que tu peux en dire plus sur la palette des métiers et la palette des ressources humaines des personnes qui travaillent à Médecins sans frontières? Je pense notamment en termes de ratio hommes, femmes, profil expérimenté, première mission, en fonction des nationalités aussi? Alors en termes de volume, pour ce qui est de MSF France, donc les 30 missions que je mentionnais, on est autour, pour ce qui est des postes occupés par des expatriés, donc des membres du pool international, on est environ à 850 postes occupés à l'instant T, ce qui veut dire qu'à l'instant T, on a 850 expatriés qui sont déployés sur nos terrains. Après, nos pools sont beaucoup plus importants, il faut à peu près multiplier par 5, donc on va dire qu'on a dans nos viviers actifs entre 2 et 3 000 personnes mobilisables. Pour ce qui est de la population expatriée, pour ce qui est des collègues nationaux, on a 9000 collègues nationaux aujourd'hui sous contrat qui travaillent avec nous. Et tout ça est sans compter
tout le personnel partenaire du ministère de la Santé, par exemple. Mais on travaille aussi dans certains contextes avec d'autres organisations qui représentent aujourd'hui près d'un tiers de notre workforce. Donc ça, c'est une petite idée au niveau des volumes globaux. On est sur une quarantaine de nationalités à peu près réparties sur les différents continents. Une assez faible présence pour ce qui est d'MSF France sur l'Amérique du Sud. On est quand même relativement polarisé sur l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Est, le Moyen-Orient et quelques projets en Asie suivis par la cellule de Tokyo. Pour ce qui est de la répartition hommes-femmes, les tendances sont pas terribles depuis 10-15 ans et en défaveur de la représentation des femmes, avec 38% de personnel féminin membres du pool international et seulement 32% au global pour ce qui est des équipes nationales. Et ce sont des chiffres globaux, ça veut dire que évidemment, ça ne rend pas compte de certaines réalités plus régionales où là, les tendances sont encore plus défavorables aux femmes. Et c'est vraiment un enjeu pour nous, pour tout ce qui est capacité finalement à assurer la santé des femmes en termes d'accès, en termes de connaissance des maladies des femmes, en termes de qualité aussi des soins. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on travaille par ailleurs pour essayer quand même d'équilibrer ces tendances malgré des contraintes parfois dont on a du mal à se soustraire. Et pour ce qui est des métiers, alors on est une organisation médicale, mais finalement c'est la filière logistique qui est la plus représentée. J'ai pas les chiffres là exactement en tête, mais de loin. Et ça, c'est tout simplement lié au fait que on a énormément de gardiens, de chauffeurs dans nos équipes log, et du coup, ça gonfle le volume occupé par ces équipes-là, suivi de près par les équipes paramédicales. Donc évidemment, les infirmiers, les assistants nutritionnels. Tout le personnel de pharmacie, voilà. Et après les métiers support suivent, mais vraiment beaucoup moins fortement représentés, donc sur les filières financières, gestion des ressources et puis après vraiment coordination de projets ou coordination de mission, donc plus la filière, ce qu'on appelle la filière opérationnelle. Qu'est-ce qui explique ce différentiel homme-femme et comment est-ce qu'on l'adresse à Médecins sans frontières pour essayer de revenir à l'équilibre ? Alors revenir à l'équilibre, c'est une tendance qu'on se fixe tout en étant relativement réaliste sur le fait que le 50-50, enfin la parité en tant que telle ne sera pas atteignable partout. Ce qui l'explique, enfin il y a plein de facteurs, il y a à la fois des facteurs liés au contexte dans lesquels on travaille, où l'accès des femmes à l'éducation ou au marché du travail n'est pas garanti, ou est fortement rencontre de forts obstacles liés aux environnements sociaux. Et donc ça, on n'est plus sur des facteurs externes, mais face à ces contraintes socioculturelles, je pense que on a manqué MSF de vigilance et de proactivité pour être suffisamment volontariste dans nos exigences de recrutement de femmes, avec peut-être une approche un peu trop passive du recrutement, où finalement se présentait une majorité d'hommes tout naturellement. Et je pense qu'on n'a pas été, on l'a pas vu venir, on a été négligent là-dessus, et du coup les tendances se sont imposées à nous dans nos propres équipes. Donc ça, c'est plus. Donc je pense on s'est laissé subir un sous-recrutement de femmes. Et après, en termes de progression en interne, idem, on a manqué là aussi de volontarisme pour accompagner les femmes vers de la prise de responsabilité, vers des postes de supervision, de management, où elles se sentaient pas forcément légitimes de prendre la place d'un homme. Donc il y a à la fois des contraintes
externes et internes combinés. Pour ce qui est des effectifs, du profil des équipes nationales. Pour ce qui est du pool international, c'est quelque part donc les 38% seulement de femmes, et donc dans certaines aussi équipes. Je pense notamment à la région Sahel. On est sur nos équipes nationales avec une très 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 faible représentativité de femmes, liée au fait notamment qu'on on profile en fait nos compositions d'équipe du fait des contextes d'insécurité, de relative insécurité. Là, en fait, on subit le contre-coup d'une orientation politique qui a été prise il y a une quinzaine d'années, qui visait à promouvoir l'accès à l'international de nos collègues nationaux. Donc, on a recruté des collègues localement, on leur a permis de construire une carrière dans leur mission, puis à un moment donné, ils ont souhaité s'inscrire à l'international pour pouvoir se déployer sur d'autres missions. Et une majorité de ces personnes-là sont des hommes, puisque l'accès aussi à la mobilité internationale est un nouvel obstacle pour une femme qui va plus naturellement rencontrer des contraintes en fait pour partir, se détacher de sa famille. Et là aussi, à nouveau, on n'a pas été, je pense, ni suffisamment volontariste. On n'a pas été suffisamment volontariste pour accompagner les quelques femmes qui souhaitaient s'inscrire à l'international vers la mobilité. Voilà, donc c'est vraiment une combinaison de contraintes socio-culturelles qui se sont imposées à nous, qu'on a mal identifiées et qu'on n'a pas taclées. Plus particulièrement sur l'Afghanistan, comment est-ce qu'on assure un accès aux soins quand on sait que les femmes ont des difficultés à obtenir le droit de travailler ? C'est une situation qui est extrêmement difficile à adresser, avec un contexte qui se resserre sur nos collègues féminines, avec effectivement depuis l'arrivée des talibans au pouvoir l'interdiction de pouvoir aller à l'école ou poursuivre une carrière, notamment sur les métiers médicaux. On n'a plus de femmes aujourd'hui qui peuvent poursuivre une formation médicale. Donc, et par ailleurs, on a des contraintes liées au comportement des autorités, mais également des structures dans lesquelles on travaille, qui contraignent énormément les femmes dans l'exercice de leurs fonctions. Donc aujourd'hui, concrètement, on a encore des femmes soignantes dans nos structures, à Herat par exemple, dans l'ouest du pays, mais avec des contraintes physiques qui leur sont imposées, qui limite au maximum la possibilité d'exercer des soins. Donc c'est tout simplement des contraintes du type porter des gants, devoir être voilées de la tête aux pieds alors même qu'elles doivent ausculter des patientes. C'est aussi des contraintes imposées par la famille ou la communauté liées à leur mobilité, donc qui les empêchent de circuler d'un projet à l'autre, de se déplacer sans la présence d'un maham. La peur aussi d'une forme de répression. Donc c'est un contexte extrêmement angoissant pour ces femmes, qu'on arrive à challenger jusqu'à présent en continuant à garantir leur présence, mais on ne sait pas encore pour combien de temps. Beaucoup d'aspirants humanitaires me posent la même question. À savoir quels sont les métiers les plus recherchés aujourd'hui à Médecins sans frontières. Ok, donc c'est vrai que aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'avant de rentrer à MSF comme, entre guillemets, simple médecin ou simple infirmier, comme il était possible il y a une vingtaine ou encore une trentaine d'années. Donc aujourd'hui, et là je parle vraiment des pools internationaux, on va être vraiment sur de la recherche
ou d'expertise, donc sur des niches d'expertise où on n'a pas la possibilité de recruter des compétences locales et où du coup l'expatrié va venir amener une valeur ajoutée sur un métier. Donc sur la filière logistique par exemple, on va rechercher des métiers, des profils dans le biomédical. Dans tout ce qui est sanitation, IT, voilà, sur tout ce qui est médical ou paramédical, on recherche pas mal de profils spécialisés en nutrition, en pédiatrie, en médecine d'urgence, médecine de guerre, en chirurgie, en anesthésie, évidemment. Et puis dans les métiers peut-être un peu plus émergents aujourd'hui, on recrute de plus en plus de personnes avec une expérience en protection du fait du fort niveau d'exposition à la violence des populations que nous suivons et à qui nous délivrons des soins. Voilà, donc ça c'est des compétences émergentes, et si je devais être un petit peu plus prospective, tenant compte de la configuration actuelle de nos dynamiques opérationnelles, avec de plus en plus d'interventions dans des pays en guerre, avec des guerres lourdes qui s'installent. On a 2 métiers qui ont toujours été présents mais qui sont vraiment émergents et qui, je pense, vont être en essor en termes de volume. C'est tout ce qui est physiothérapie pour permettre la réhabilitation après la blessure, et la santé mentale avec des besoins exponentiels aujourd'hui et demain. Donc voilà, on est sur ces métiers-là, et après ce qu'on va rechercher également, comme je le disais, vraiment une grande partie de nos équipes sont des équipes nationales avec des compétences qui sont disponibles la plupart du temps localement, donc ce qui va faire la valeur ajoutée d'un personnel international, c'est la capacité à manager une équipe, à animer une équipe, donc une forte expérience, en tout cas un confort en gestion d'équipe, gestion de projet, management, animation d'équipe, capacité à fédérer, c'est des choses qu'on va aller chercher, oui. Quelles sont les fourchettes de salaire pour un premier départ en expatriation à Médecins sans frontières ? Ouais, alors c'est important, merci de poser la question, c'est important de parler de salaire parce que, et d'avoir en tête que lorsqu'on rejoint MSF aujourd'hui, on va effectivement être salarié. Ce qui n'était pas le cas pendant des années. On a des collègues qui ont fait de longues années de volontariat et qui se retrouvent aujourd'hui parfois dans des situations de précarité du fait de 10 ou 20 ans de volontariat pendant les années 80-90. On a maintenu le statut de volontaire jusqu'à 2 ans à peu près, donc on appelait ça les années du désert, donc c'était 1 à 2 ans de volontariat avec une indemnité, et on a supprimé vraiment pour des raisons on souhaitait vraiment éviter la précarisation des personnes qui nous rejoignaient, être plus attractif aussi, et on considérait que finalement le volontariat ou l'engagement se jaugeait pas à la capacité à être précaire financièrement. Donc cette parenthèse étant faite, mais je pense que c'est quand même un élément historique important, le salaire d'entrée sans aucune valorisation d'expérience autre est à hauteur de 1 800 € brut, donc on est sur un montant qui est finalement assez proche du SMIC, 1 400 €, donc c'est assez modeste. Et puis au fur et à mesure qu'on évolue en expérience dans l'organisation et en responsabilité, on est sur des grilles qui sont relativement concurrentielles, on va dire, sur
le marché de l'humanitaire, avec une réflexion, enfin plus qu'une réflexion, un travail, un gros chantier en cours au niveau international aujourd'hui qui vise, qu'on appelle la Reward Review, donc la revue de nos capacités à rémunérer et à décliner des avantages sociaux en rapport avec la réalité du coût de la vie et du marché. On est sur une revalorisation du statut. Donc ça, c'est la question salaire, mais évidemment, avoir en tête que lorsqu'on rejoint une mission humanitaire, on va être le logement est pris en compte. Et puis la couverture sociale et médicale également, la mutuelle, y compris quelques mois après le retour de mission. Donc à retenir qu'effectivement il y a le salaire, mais il y a également une couverture sociale qui est d'un très bon niveau à Médecins sans frontières et qui va durer, qui va permettre de faire un check-up médical complet jusqu'à 2-3 mois après le retour. Tout à fait. Quel est le parcours de recrutement pour un junior qui aujourd'hui souhaite rejoindre Médecins sans frontières ? Alors, toute personne qui souhaite candidater peut le faire en fonction d'abord de son lieu de résidence et du coup s'adresser au bureau de la région à laquelle il appartient et donc déposer une candidature sur notre site msf.fr. Et une candidature, c'est ni plus ni moins qu'une lettre de motivation, un CV à jour qui va valoriser l'expérience de la personne, suite à quoi le dossier va être traité, retenu ou pas en fonction d'un certain nombre de critères d'éligibilité liés au métier, mais également aux besoins de déploiement. Hein. Et parce que l'idée n'est pas non plus de recruter des personnes qu'on ne pourra pas faire partir parce qu'on n'a pas de poste à leur offrir. Donc il y a quand même cette balance qui est recherchée avec des métiers beaucoup plus recherchés que d'autres. Et donc la candidature passe au crible d'une première validation, puis d'une validation technique par le département auquel la candidature se rattache et bouclée par un entretien pendant lequel le recruteur va sonder la cohérence entre la candidature écrite et les motivations lors de l'entretien de la personne, cohérence du parcours, cohérence des motivations et voilà, on va checker quelque part que la candidature est valide. Donc si je comprends bien, on postule tout simplement sur Internet et à partir de là, des bureaux régionaux vont se charger de la présélection en fonction du pays de résidence du candidat. Oui, tout à fait. Donc, il y a une quinzaine d'années, une grande partie de l'exercice de recrutement était centralisé au niveau de Paris. C'est toujours une réalité pour toutes les candidatures européennes. Mais pour ce qui est des autres continents, donc Tokyo et différents satellites sur la région Asie Sud-Est centralisent les recrutements et on a également des bureaux de recrutement à Dubaï, à Nairobi, à Dakar pour ne citer que, hein, mais on a des dizaines de bureaux qui pratiquent du recrutement. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui une bonne candidature et quelles sont les qualités clés qu'on va rechercher chez des candidats, notamment en première mission ? Alors, ce qu'on va chercher à checker lors de l'entretien, principalement, c'est quand même la cohérence du parcours et le fait que la candidature avec Médecins sans frontières vient s'inscrire dans une logique, ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe et que la personne a fait quand même tout un travail de préparation, de projection dans cette réalité et qu'elle mesure dans quoi elle va s'inscrire.
Donc une forme de on cherche à tester le fait que les personnes ont bien les pieds sur terre et sont conscientes des environnements dans lesquels elles vont s'inscrire. Dans les qualités clés, je dirais premièrement, évidemment, une adhésion à la charte et aux valeurs portées par MSF qui sont celles de notamment la valeur d'impartialité, l'adhésion aussi à un certain nombre de politiques qui sont très fortement réaffirmées aujourd'hui, comme l'accès à l'avortement, indépendamment des contextes légaux qui s'imposent à nous. Voilà. J'ai envie de dire aussi une capacité à travailler en équipe. On peut être expert sur sa fonction, senior ou extrêmement pointu. On ne peut pas travailler seul. Donc c'est quelque chose qu'on va tester forcément au moment de l'entretien. C'est la capacité à se confronter à des points de vue différents du sien et à co-construire avec les autres et à s'inscrire dans des dynamiques d'équipe multidisciplinaires. La capacité à résister au stress. Tous les environnements dans lesquels on travaille ne sont pas dangereux, mais beaucoup le sont. Et en plus de la question de l'insécurité, il y a aussi celle de la frustration, puisqu'on se fixe très souvent des objectifs ambitieux et qu'on n'est pas toujours en capacité de les réaliser. Donc c'est aussi beaucoup de capacité à résister aux obstacles, aux challenges, être créatif aussi pour finalement par rapport à un objectif défini, revisiter son plan de travail. Et puis quand même une certaine autonomie et une capacité à organiser son travail seul. Donc travailler avec les autres, être dépendant d'un collectif. Le sens du collectif, c'est vraiment quelque chose de très important, mais aussi soi-même être correctement organisé, oui. Qu'est-ce qui est rédhibitoire comme trait de caractère ou personnalité pour partir en mission humanitaire avec Médecins sans frontières ? Ce qui est rédhibitoire, je dirais que c'est si on identifie au moment de l'entretien une forte instabilité émotionnelle ou psychologique, quelque chose de palpable, hein, qu'on ne réussit malheureusement pas toujours à détecter, hein, mais voilà, je dirais que ça c'est un premier élément puisque il s'agit aussi de résister à des contextes qui peuvent être très engageants et secouants. Donc je dirais, si on palpe une instabilité émotionnelle, ça va être rédhibitoire. Les comportements d'addiction, évidemment, qui ne sont pas compatibles avec dans bien des cas avec la loi, mais aussi avec le travail dans des environnements déstabilisants. On n'est pas sur une question de moralité, hein, on est vraiment sur une question de capacité à mobiliser toutes ses ressources si on est dans une situation d'addiction. Et puis des comportements autoritaires qui ne sont pas du tout de nature à favoriser des dynamiques d'équipe vertueuses, de l'inclusivité. Donc on va être très attentif à toute personne qui pourrait produire de l'exclusion ou de la maltraitance professionnelle. Médecins sans frontières est une ONG humanitaire qui a une unicité très forte, qui a une identité extrêmement forte. Comment est-ce que tu distinguerais cette organisation par rapport aux autres sur le marché humanitaire ?
ce qui est vraiment spécifique à MSF, c'est vraiment le côté, la revendication du côté hands-on, c'est-à-dire être directement en prise avec nos bénéficiaires et nos patients et pouvoir délivrer directement des soins plutôt que de devoir à passer par un intermédiaire. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'inscrit pas dans des logiques de partenariat avec d'autres organisations, avec le ministère de la Santé, mais on a toujours, sauf sur des contextes qui nous imposent des contraintes sécuritaires maximales, on a toujours prise avec nos bénéficiaires. Ça, pour moi, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est une forme de jusqu'au-boutisme et d'acharnement à rester indépendamment des contraintes, notamment sécuritaires, qui peuvent s'imposer à nous. Je pense aux conflits actuels comme celui du Soudan ou celui de la Palestine, où c'est un engagement de l'organisation en dépit des contraintes, de l'exposition des équipes aussi, et parfois d'une mise à mal de nos principes d'action, de vouloir absolument rester présent face à des populations qui subissent une violence qui est déversée contre eux, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même là où d'autres organisations se retirent par précaution, une volonté de rester jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de rester. Et du coup, le pendant de ça, qui pour moi aussi est spécifique à MSF, on a d'autres organisations qui vont s'inscrire là-dedans. Je pense à Médecins du Monde. C'est justement lorsque il n'est plus possible de rester, de pouvoir dénoncer une situation et donc témoigner, ou lorsqu'on reste et qu'on est face à une situation de dérive autoritaire totale d'un État ou de maltraitance directe d'une population, de pouvoir documenter ça, témoigner sur la base de ce qu'on observe dans le cadre de nos activités. Donc le témoignage, c'est vraiment quelque chose de spécifique qu'on a chevillé au corps. Est-ce que tu as pu noter des différences entre les nouvelles recrues et la nouvelle génération d'humanitaires et nous, l'ancienne génération ? Bon, je ne sais pas s'il y a eu un âge d'or à MSF et ce serait ne pas respecter nos collègues actuels que de le croire. Par contre, ce que je note quand même et qu'on essaie d'adresser, c'est toute la question de le sens du collectif. Il me semble qu'il fut une époque où les dynamiques d'équipe étaient peut-être plus vivantes et correspondaient plus à une réalité. Là, aujourd'hui, il peut y avoir une forme de repli individuel sur soi, même en mission, avec des personnes qui viennent combiner un passage en mission et des études parallèles, là où les contextes requièrent un total engagement. Donc, je pense que le sens du collectif, l'implication peut parfois faire défaut, mais j'ai d'autres exemples en tête qui sont des contre-exemples et où j'ai palpé des dynamiques d'équipe extrêmement fortes. Et oui, cette notion de carrière avec effectivement peut-être des gens aujourd'hui qui... mais je ne suis pas certaine que ce soit non plus... une réalité applicable à tous, mais qui viennent à MSF, qui passent à MSF dans le cadre d'une carrière et dont peut-être la motivation à un moment donné peut faire un peu défaut. Comment est-ce qu'aujourd'hui on assure cette harmonie entre ancienne et nouvelle génération d'humanitaires qui doivent travailler ensemble sur le terrain ?
on est forcément pas imperméable, Médecins sans frontières, au débat de société qui nous traverse. Il s'agit du coup effectivement de les intégrer et d'en faire des opportunités pour réfléchir à notre identité. Je pense notamment au mouvement MeToo et à toute la question de la place des femmes dans nos équipes, mais je pense également au mouvement Black Lives Matter et à l'opportunité que ça a donné à MSF de re-questionner en profondeur une approche néocoloniale de la gestion des missions. Donc ça, ce sont des débats extrêmement vifs au sein de nos équipes, au sein du conseil d'administration, qui sont amenés aussi par nos équipes nationales. On a une très forte dynamique associative aujourd'hui sur des missions qui sont en plus anciennes, avec des collègues locaux qui animent ces questions-là. Et du coup, ça nous a beaucoup re-questionné, notamment sur tout ce qui va être composition d'équipe, leadership au sein d'une mission, comment garantir beaucoup plus de place à nos collègues nationaux sur des postes managériaux et casser cette approche qui consiste à être... à finalement attribuer à l'expatrié des postes de contrôle et de validation. Donc aujourd'hui, on est sur quelque chose de un partage du leadership beaucoup plus équilibré qu'il ne l'était avant, avec par exemple tous nos postes de supervision, tous métiers confondus, occupés à 98-99% par des collègues nationaux, et des postes managériaux, donc vraiment en responsabilité d'activité à 40% occupés par des locaux. Donc il y a cette tentative-là, mais il y a quand même un plafond de verre à faire péter sur le leadership ultime, donc des postes de coordination qui aujourd'hui restent entre les mains du pool international, avec quand même des enjeux de neutralité à préserver, et donc il ne s'agit, on tient quand même à garder au sein de nos équipes de coordination des personnes qui viennent de l'extérieur pour garantir la neutralité et se prémunir de toute tentative d'influence, et pouvoir du coup continuer à évaluer les besoins en étant totalement libérés de toute tentative d'influence, ne pas... Et ça concerne vraiment tous les métiers, mais voilà les lignes qui bougent. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier que tu aimerais partager avec moi aujourd'hui, un souvenir du terrain? Oui. Oui, j'ai un souvenir. Bon, j'ai plein de souvenirs, mais j'ai un souvenir très fort de plénitude professionnelle, et c'était au Sud-Soudan, où j'étais pour la première fois coordinatrice opérationnelle d'un projet de prise en charge de la trypanosomiase, la maladie du sommeil. Et n'étant pas médicale, c'était un vrai challenge de monter une stratégie de captation de patients et de traitement des patients dans un contexte qui avait été relativement délaissé par la coordination qui nous chapeautait et par la cellule. Et je suis arrivée sur ce projet avec un hôpital qui était vide, et j'ai, en m'appuyant évidemment sur la connaissance, l'expérience des équipes nationales, on a construit une stratégie de captation en fait
des patients pour pouvoir ensuite les traiter. Et le souvenir très doux que je peux avoir est celui d'un atelier qu'on avait organisé en pleine brousse dans une école, mais vraiment en plein bush, où on avait réussi en amont à mobiliser toute la communauté du village, donc le chef de village, tous les chefs de famille étaient présents, certains quasiment à moitié nus devant nous. Et l'objectif de cet atelier était de présenter la maladie du sommeil, ses dangers, la mortalité qu'elle induisait de fait, et de préparer, de mobiliser des patients issus de cette communauté pour pouvoir témoigner sur leur maladie, et de préparer avec le village la campagne de dépistage actif de la trypano, qui est pas simple et qui est très douloureuse, puisque in fine ça se termine par une ponction lombaire, donc c'est pas un exercice très drôle. Et ce que j'avais adoré, c'était de pouvoir finalement construire un projet, des activités avec les équipes donc du laboratoire et les équipes médicales qui étaient présentes, mais aussi de le faire avec la communauté. Et cet ancrage communautaire est quelque chose qui reste de très très fort dans ma mémoire. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture à partager avec moi aujourd'hui ? Ouais, mais j'en ai plein, mais je pense que pour quelqu'un qui rentre à MSF et qui veut essayer de comprendre l'histoire de cette organisation, comment est-ce qu'elle s'est structurée, comment est-ce qu'elle a évolué, ses luttes internes aussi, et les débats qui l'ont traversée, je pense que la biographie de MSF qui a été faite par une journaliste, Anne Vallès, est un bon point d'accroche, même si elle se termine au début des années 2000 et qu'elle mériterait d'être revisitée. Et puis, on a une ancienne journaliste, chercheuse, Laurence Binet, qui s'investit depuis des années dans tout un travail de documentation de nos prises de parole publiques, et qui met en perspective nos dilemmes justement dans nos prises de parole, avec la parole publique confrontée à tous les débats en interne autour de crises emblématiques comme la crise des Grands Lacs, la Tchétchénie. Voilà, et donc ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça rend compte du débat extrêmement vivant à MSF, et qui pour le coup est aussi une de nos caractéristiques, la capacité à débattre. Donc Anne Vallès, la biographie sur MSF et les prises de parole publiques qui sont toutes disponibles sur Internet en libre accès. Oui. Merci infiniment Anne-Laure de ton temps. Merci. Et puis bonne route. Merci encore. Merci à vous aussi.